Aujourd'hui, nous allons parler confiance en soi. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit Pauline Léniaud. Pauline Léniaud est fondatrice de Gemio, aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la joaillerie française. Elle est également, tu la connais peut-être, l'hôte du premier podcast dans la catégorie Business en France. Si tu ne connais pas son podcast, je te le conseille. Pauline permet à ses auditeurs de rencontrer des personnes incroyables dans tous les domaines, l'entrepreneuriat, mais aussi le journalisme, le design, le blogging, la santé, l'investissement, la gastronomie, le sport, et j'en passe. Alors, on a déjà parlé de confiance en soi sur le podcast. On a fait un épisode, je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu l'as écouté, avec Charles Pépin, qui est philosophe. Mais je voulais absolument compléter ce premier podcast avec un second podcast. Je voulais parler de confiance en soi avec un chef d'entreprise et, si possible, un chef d'entreprise qui n'avait pas toujours eu confiance en lui. Et quand j'ai appris que Pauline venait de créer une formation sur la confiance en soi, j'ai sauté sur l'occasion. Et ce sujet est tellement important pour un manager comme toi que j'ai décidé aussi de faire une petite série de 6 mails de formation sur ce thème. Dans cette série, je te parle des 3 types de confiance que tu dois développer pour toi et pour tes équipes, et j'en profite aussi pour te présenter une proposition dont Pauline nous fait cadeau sur le sujet spécifique de la confiance en soi. Elle va nous parler de confiance saine en soi. Je te conseille donc de t'inscrire à cette série, c'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment, il suffit de suivre le lien qui est juste en descriptif de cette vidéo, de ce podcast. Mais pour le moment, place à notre conversation sur la confiance en soi avec Pauline Léniaud. Bonjour Pauline. Salut Cédric. Comment vas-tu ? Très bien, je suis ravie d'être avec toi. Et j'ai entendu dire que tu étais sur le point de partir en vacances. Ce soir, tu vois, tu me cueilles à la veille de mes vacances, donc je suis extatique à l'idée de partir, ça fait un moment et là je suis bien contente, j'en ai bien besoin. Génial. Bon, eh ben écoute, je te propose d'entrer directement dans le vif du sujet. En off, je te disais que j'avais déjà interviewé quelqu'un sur le thème de la confiance en soi. C'est le philosophe Charles Pépin qui a écrit un bouquin qui est absolument génial sur le sujet. Et ça m'intéressait. Ça me met un peu la pression, Cédric, du coup, là, que je passe après Charles Pépin quand même. Non, parce que chacun son angle. Et je dirais que ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est d'avoir l'angle d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse sur le sujet. Et c'est ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de comparaison, il y a juste des angles différents. Et je suis à peu près certain que les concepts vont se rejoindre. Je te dirai au fur et à mesure si ça te dit. Je te propose de commencer. Alors, qui ne connaît pas Pauline Léniaud ? On ne sait jamais, peut-être qu'il reste quelques auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, ce que j'avais envie de te proposer, c'est simplement de démarrer en parlant un petit peu de ton parcours ou ce que tu fais, et puis peut-être aussi de nous donner un angle par rapport à la confiance en toi et peut-être des difficultés que tu aurais pu rencontrer par rapport à ça dans ton passé ou actuellement. Avec grand plaisir. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pauline Léniaud, j'ai 39 ans depuis quelques jours. Je suis mariée avec un homme que j'aime très fort depuis maintenant 17 ans et qui est aussi mon associé. Donc, je travaille avec lui. J'ai créé une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio, que j'invite évidemment tout le monde à aller découvrir si jamais vous avez de belles occasions à fêter, qui met en avant la joaillerie française. Et comme toi, en fait, moi, ce que j'adore au-delà de mon métier, c'est de partager et en fait, de ce que j'apprends en fait pour moi-même, de partager avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'ai, comme toi, créé un podcast qui s'appelle le podcast de Pauline Léniaud, qui avant s'appelait Le Gratin, et qui met en avant des parcours de personnalités dans plein de domaines différents. Donc ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des athlètes, des scientifiques, peu importe, où on va décrypter leur parcours et je vais essayer d'apprendre plein de choses pour en tirer des enseignements. Donc ça, c'est ma vie professionnelle, on va dire. Pour revenir sur ta question de la confiance en soi, puisque c'est le thème du jour, c'est drôle en fait, parce que je pense que je suis quelqu'un qui a l'air d'avoir plutôt confiance en elle. Et je pense que maintenant, je suis plutôt quelqu'un qui a une relative confiance en soi. J'espère que je suis pas arrogante. Ça, c'est une nuance importante. Mais disons que je suis plutôt bien dans mes baskets maintenant.
Mais alors, ça n'a absolument pas du tout toujours été le cas, bien au contraire. Et d'ailleurs, il m'arrive de faire souvent des rechutes, comme souvent les personnes qui ont eu des problèmes de confiance en eux. En fait, quand j'étais petite, pour tout dire, j'avais vraiment un vrai gros problème de confiance en moi, lié, je pense, au fait que mes parents sont des personnalités très fortes. Je sais que tu es un aficionado du disque. Mes deux parents sont des DI, mais extrêmement D. Et du coup, ça peut être parfois un peu dur quand tu es un enfant, tu vois, de trouver ta place. J'ai une grande sœur aussi, j'étais la plus petite et j'avais un peu l'impression d'être toujours moins bien en fait en permanence sur pas mal de domaines. Donc tout ça pour dire que j'étais vraiment une personne avec un déficit très très fort de confiance en moi et ça se traduisait concrètement par le fait que je parlais très peu, que j'étais extrêmement timide, que j'étais plus que timide, en fait, j'avais peur des gens, j'avais presque une phobie, si tu veux, humaine, à tel point qu'à l'école, on me demandait de lire un texte devant la classe, mais je m'effondrais, je tombais, je pleurais, enfin, tu vois, c'était vraiment de l'ordre quasiment de la phobie. Et donc tout ça pour dire qu'on en revient, puisque maintenant j'ai un podcast et que j'arrive à parler publiquement et qu'il m'est arrivé, tu vois, de parler en public devant parfois des milliers de personnes. Je me rappelle d'une fois où j'étais au Palais des Congrès à Paris, qui était un grand moment pour moi en tant qu'ancienne timide. Mais c'était pas uniquement, si tu veux, ce problème de confiance en soi, un problème qui était lié à la prise de parole en public, c'était de manière générale ce qu'est la confiance en soi, c'est-à-dire le fait que j'avais en fait absolument aucune notion de quels étaient mes talents, quelles étaient mes compétences. Je pensais d'ailleurs ne pas en avoir et je pensais que j'étais moins bien que tout le monde, en fait, surtout. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que non, en fait, j'ai certains talents, j'ai certaines choses que je réussis bien et que surtout, en fait, la confiance en soi, ce qui est un peu mon propos et quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est quelque chose qui se construit dans le temps avec une succession de petites habitudes, de petites victoires et qu'en fait, c'est comme ça que le cerveau finit par se dire « Ah, bah finalement, ça, je sais le faire, j'ai cette compétence. » Donc, il y a vraiment un travail pour moi de création presque d'habitude, si tu veux, pour avoir une saine confiance en soi. Et je pense qu'il n'y a pas de déclic à avoir, mais il y a plus un travail en fait de toute une vie qui est de se rendre compte au bout d'un moment que non, on est capable de faire quelque chose et qu'on n'est pas plus mauvais ou meilleur qu'un autre. Ah, super intéressant. Il y a deux choses qui m'ont intéressé dans ce que tu viens de dire. Tu as parlé des profils disques. Effectivement, c'est un sujet dont on parle pas mal sur le podcast, hein, les profils disques dominants, influents, stables, consciencieux. Tu sais à peu près, tu sais dans quel cas tu te situes à peu près ou pas du tout? Il me semble que tu as fait le test. J'ai fait le test. Alors, d'ailleurs, j'ai fait le test grâce à toi. Hein, donc, je rends à César ce qui est à César. Et en fait, je suis en naturel ID. Donc d'abord le influent et ensuite le dominant, mais assez quand même plutôt I, D et ensuite le C et le S un peu moins. Enfin, mais c'est pas homogène, mais disons que c'est quand même relativement plat. Et alors par contre en adapté, c'est-à-dire dans le monde professionnel, je suis très fortement dominante, ce qui est pas toujours une bonne chose. Et ensuite, en deuxième position, influent. Et par contre, j'ai extrêmement peu de stabilité et de consciencieux. Donc j'ai un profil adapté qui est extrêmement, volatile, tu vois. Il n'est pas très homogène, quoi. Il est marqué. Donc voilà, je pense que c'est lié à mon entourage, c'est lié aussi que dans mon équipe, j'ai beaucoup de profils qui sont des profils complémentaires, qui sont plutôt des profils verts et bleus, donc les profils consciencieux et stables. Et donc, je compense aussi, tu vois, d'une certaine manière. C'est ça qui est important, hein. C'est effectivement certains profils, voilà, il n'y a pas de bon et de mauvais profils. En revanche, la conscience de son profil est importante. C'est-à-dire que savoir qu'on est plutôt dans cette case-là, c'est quand même hyper utile. Ça permet à la fois de calmer parfois ses ardeurs et de s'adapter. Et ça permet aussi, ce que tu as fait, de recruter des gens qui sont complémentaires. Mais après, il faut que tout ça fonctionne ensemble. Okay. Et la deuxième chose qui est intéressante aussi dans ce que tu as dit, je trouve, c'est ta manière d'expliquer en fait la confiance en disant, en fait, ce que j'ai senti derrière ce que tu disais, c'était qu'au départ, tu te comparais en fait. Tu te disais, je suis pas, j'avais toujours l'impression de pas être la personne la plus compétente, etc., etc. Et finalement, ce que tu dis aussi, c'est que la confiance, ça s'apprend. Et finalement, que voilà, ça n'a rien à voir en fait avec les autres compétences qu'on a. Il y a des gens qui ont une énorme confiance en eux et aucune compétence, et il y a des gens qui ont une bonne confiance en eux avec plein de compétences. Théoriquement, c'est pas lié du tout. Et bizarrement, culturellement, on fait le lien entre les deux.
Complètement. Il y a d'ailleurs une notion à distinguer entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime qui est plus sur le plan des valeurs et la confiance en soi qui est plus sur le plan des compétences. Et en fait, moi, s'il y avait une chose à retenir de ce que j'ai appris, en tout cas pour ma vie, et je crois que d'ailleurs c'est ce que dit aussi Charles Pépin, c'est que la confiance en soi, c'est une compétence. C'est pas quelque chose d'inné. Alors, culturellement, en fait, il y a des personnes, parce que leurs parents leur ont montré par plein de petits moments qui pouvaient avoir confiance en eux, ils ont développé cette compétence de la confiance en soi. Mais en fait, c'est une compétence à développer au même titre que le management, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as appris ça, que le management, globalement, personne n'est vraiment bon manager. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont un peu plus de talent de base, etc. Mais globalement, tu n'es pas bon manager, tu le deviens parce que tu travailles cette compétence. Et je trouve ça assez rafraîchissant de se dire que la confiance en soi, c'est un peu la même chose. Tu peux partir de très très bas. Certes, c'est plus facile dans la vie si tu pars d'un peu plus haut ou si tes parents t'ont aidé parce que du coup, tu as moins à développer cette compétence. Mais en fait, tu peux l'apprendre, quoi. Et donc, c'est un travail, tu vois, de se dire que non, en fait, tu peux développer la compétence de la confiance en soi. Et je pense d'ailleurs que c'est assez fondamental dans le monde professionnel, très honnêtement. Mais aussi dans le monde. En fait, on en parle beaucoup pour le monde personnel, je trouve, en se disant que c'est important pour être heureux. Et je pense que c'est vrai qu'on est mieux dans ses baskets et mieux, tu vois, plus sain quand on a confiance en soi, une saine confiance en soi. Et par contre, je pense que c'est aussi très important dans le monde professionnel parce que moi, j'ai d'ailleurs, moi-même, je peux me montrer vulnérable en te disant que toutes les fois quasiment où je suis trop agressive, trop impatiente, cassante, c'est par manque de confiance en moi. Ouais. Et donc, ça a des dommages collatéraux importants sur mon équipe et sur le management et sur certaines décisions que j'ai pu prendre parce que, par manque de confiance en soi, je veux montrer quelque chose, prouver quelque chose. À l'inverse, quelqu'un qui a une bonne confiance en lui, justement, va pouvoir prendre des décisions d'une certaine manière plus rationnelle, parce qu'en fait, il peut assumer qu'il est vulnérable à tel endroit, ou il peut assumer que là-dedans, c'est pas la meilleure personne pour prendre la décision, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai toujours observé, c'est qu'en fait, les personnes qui peuvent se montrer les plus vulnérables, je dirais de manière volontaire, de décider de montrer leur vulnérabilité aux autres, en fait, c'est un signe de grande confiance en soi. Le fait de pouvoir dire, là, je sais pas, ou là, je suis perdu, là, je suis paumé, en fait, les gens qui disent ça, c'est plutôt des gens qui ont réussi à développer leur confiance. Ils ont tellement confiance en eux, mais aussi dans leur entourage, mais aussi dans les personnes qui sont autour d'eux, qui peuvent dire, là, je suis... je sais pas quoi faire, il faut m'aider. Exactement. J'ai exactement la même observation que toi. Et même, j'ajouterais les gens qui posent des questions. Et le podcast, en ça, moi, m'a beaucoup aidé à développer ma confiance en soi. Parce que souvent, quand tu as un manque de confiance en soi, tu veux pas montrer que tu ne sais pas. Et donc, tu portes ce masque qui, d'ailleurs, traduit souvent un syndrome de l'imposteur parce que tu as l'impression d'être en représentation. Alors que quand tu assumes de poser la question, de dire « je ne sais pas » et de te tourner vers l'autre et non plus vers toi-même, eh bien, finalement, tu n'es plus en train de te poser des questions sur est-ce que je suis la bonne personne, etc. Tu es en train de te tourner vers l'autre. Et je pense que c'est un très bon indicateur, c'est un très bon signal aussi de voir les gens qui posent beaucoup de questions, qui assument de dire je ne sais pas, ou qui creusent, qui disent mais attends, là, est-ce que c'est comme ça? Eh bien, ça, c'est aussi, je trouve, un bon signal d'une saine confiance en soi. Et donc, peut-être en petite première solution ou conseil, plus poser des questions, plus assumer de poser des questions, c'est assez vertueux parce qu'en fait, les gens en fait sont ravis de répondre et sont ravis en fait d'aider. Et donc, c'est plutôt ça finalement. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et alors moi, tu vois, j'avais vraiment envie de t'écouter là-dessus parce que tu te définis comme quelqu'un qui avait très peu de confiance en elle et qui finalement a acquis cette compétence. Et c'est toujours intéressant de poser des questions à des gens qui ont appris plutôt qu'à des gens qui sont naturels dans leur domaine. Naturels entre guillemets. Hein. C'est-à-dire à la salle de, je vais dire n'importe quoi, mais à la salle de sport, si tu demandes des conseils ou en course à pied, tu demandes des conseils à quelqu'un qui a toujours couru très vite, il va avoir du mal à te répondre. Alors que quelqu'un qui a appris à courir vite va te donner des informations plus intéressantes que quelqu'un d'autre. C'était aussi pour ça que ça m'intéressait d'avoir un petit peu qu'on voit d'où tu venais et où tu arrivais dans le domaine de la confiance en soi, avant de te poser des questions plus spécifiques. Mais premier conseil que je vous encourage à noter, poser des questions. Les gens qui jouent le rôle du naïf et qui posent des questions, ce sont souvent ceux, justement, qui ont une bonne confiance en eux. Alors, tu sais qu'on va parler un petit peu de management, parce qu'on est quand même chez Outils du Manager. J'imagine. Donc moi, ça m'intéresse un petit peu de savoir le lien que tu fais entre la confiance en soi et le management. Et en particulier, ça m'intéresse de savoir comment la confiance en soi du manager va impacter ses équipes et donc ses résultats. Alors, énormément de choses à dire. Ce que je vais te dire n'est pas structuré, donc je m'excuse par avance, mais il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit.
Premièrement, il ne faut jamais, je trouve, sous-estimer, je serais curieuse d'avoir ton avis, mais à quel point, quand tu manages des personnes, ton attitude, la manière dont tu transparais, et donc, si tu as confiance en toi ou pas, en fait, va avoir, si tu as un impact sur ton équipe, et quand je dis va avoir un impact, c'est-à-dire qu'en fait, ton équipe va voir qui tu es, et quelqu'un qui a peur en permanence, qui est un peu parano, qui est flippé, qui pense toujours au qu'en dira-t-on, en fait, il ne faut pas négliger le fait que son équipe va agir de la même manière. Le rôle du manager, tout manager, en fait, a un rôle d'exemplarité très fort. C'est pour ça qu'il vaut mieux être soi-même, parce que c'est difficile d'être exemplaire, surtout quand, en fait, on essaie de jouer un rôle. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est extrêmement important déjà d'avoir en premier lieu en tête que si tu n'as pas confiance en toi en tant que manager, ton équipe ne va pas avoir confiance en elle. C'est clair. Et ça, c'est quand même un vrai problème, si jamais c'est le cas. C'est contagieux, en fait, la confiance en soi. C'est contagieux. Donc, du coup, surtout, moi, je suis entrepreneur, toi aussi. Quand tu es dans des créations d'entreprises, c'est quand même assez facile de se dire, d'avoir des doutes, surtout si tu veux. Donc, je dis pas, la confiance en soi n'est pas l'arrogance, une fois de plus. Donc, ça veut pas dire que tu n'as jamais des doutes et que tu vas pas remettre en cause certaines choses. Et par contre, tu vois, ne pas avoir peur de changer de cap, de changer d'avis, de se montrer vulnérable. Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes parce que, en fait, en tant que leader, management et leadership sont quand même des concepts qui sont assez proches. Eh bien, en fait, on a vraiment un rôle. Nos équipes sont des éponges qui vont, qu'on le veuille ou non, en fait, absorber notre manière d'être. Et donc ça, c'est peut-être pour moi, paradoxalement, le truc le plus important. Pourtant, c'est quelque chose qui est complètement impalpable, tu vois, mais dans tout ce que tu vas faire au quotidien, si jamais tu, en permanence, n'as pas confiance en toi, va te dévaloriser, en fait, que les gens vont le sentir, eh bien, non seulement, ils vont avoir cette image de toi, mais d'autant plus, ils vont eux-mêmes probablement avoir moins confiance en eux. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut quand même en permanence avoir en tête cette responsabilité vis-à-vis de son équipe, de se dire, en fait, j'aime pas dire il faut avoir confiance en soi, mais j'ai un devoir d'essayer d'augmenter ma compétence de confiance en soi pour que mes équipes aussi améliorent cette compétence. C'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien aussi ta façon de le définir parce qu'elle n'est pas commune. Tu dis, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on s'est trompé, il ne faut pas avoir peur de changer. Et ça, c'est un point qui est important, c'est de dire que la confiance en soi, c'est pas juste dire non mais tout va bien, non mais ça va marcher, en ayant l'air en fait de pas du tout avoir confiance. Parce qu'en fait, quand on a cette espèce de dichotomie entre ce qu'on dit et notre attitude, ça dénote une faible confiance en soi. C'est-à-dire que ce qui donne confiance dans les équipes, c'est pas que vous ayez tout le temps les solutions. C'est pas non plus que vous soyez tout le temps à dire non mais on va réussir sans apporter aucun argument. C'est quand vous paniquez pas, même quand ça va mal. La confiance en soi, ça veut pas dire ne jamais dire que ça va mal. C'est dire quand ça va mal, mais avoir de la confiance dans l'avenir. C'est pas la même chose en fait. Et je pense qu'un dirigeant, il a ça. Il doit avoir cette espèce de flegme, même quand ça marche un peu moins bien, de dire non mais moi j'ai confiance, on va s'en sortir, etc. C'est ça hein, la confiance, tu vois, c'est pas juste affirmer des choses en disant non mais on est les plus forts, même quand on sent qu'on est justement dans la difficulté, etc. Et je trouve que c'est intéressant. Mais c'est pour ça que tu as tout à fait raison de le souligner, c'est pour ça que j'aime bien vraiment faire la part des choses entre arrogance, le terme est vraiment négatif, et confiance en soi. Mais l'arrogance, en fait, c'est quand en fait, tu n'es plus conscient de la réalité. Oui. Tu vois, c'est quand en fait tu vas dire ah ben non mais ça va aller alors qu'en fait tu es en train d'aller dans le mur. Ça c'est pas de la confiance en soi, c'est de la stupidité si tu veux. Alors que la confiance en soi c'est pas ça, c'est de dire alors là il y a un mur, donc il va falloir qu'on trouve une solution. On va y arriver ensemble si on se serre les coudes, mais va falloir qu'on bosse parce que c'est pas si évident, le mur il est en train de se rapprocher très vite. Tu vois, c'est ça la confiance en soi. Et moi je peux te donner un exemple. Et ça sera dur, et ça sera dur. Et c'est pas évident qu'on y arrive, mais je pense qu'on va y arriver. C'est ça, en fait, la confiance en soi, si on se donne les moyens. Nous, quand on a eu le Covid qui nous a touchés, comme beaucoup de boîtes, ça a été très dur. On a fait moins 80, moins 85% de chiffre d'affaires tout d'un coup, avec en plus des encours clients qui faisaient qu'on avait beaucoup de peur au niveau de notre trésorerie. En fait, avec mon mari, on a perdu confiance en nous à ce moment-là parce que ça a été un tel choc, si tu veux. Tout de suite, l'équipe l'a senti. Parce qu'en fait, on ne savait pas si on allait s'en sortir. Et je pense qu'on a essayé de le cacher. Et donc ça, c'était une perte de confiance en soi, puisqu'en fait, on ne voulait pas dire la vérité, qui était qu'il y avait un problème et qu'on ne savait pas comment on allait s'en sortir. Et en fait, j'ai eu un call avec quelqu'un qui est un peu mon mentor et qui m'a un peu secoué les puces et qui m'a dit, écoute, c'est dur pour tout le monde. Ton rôle de leader n'est pas de dire que ça va aller et qu'il n'y aura pas de problème et que vous allez vous sortir. Ton rôle de leader, c'est de dire la vérité à ton équipe.
d'essayer de trouver les meilleures solutions et de les faire réfléchir avec toi aux meilleures solutions pour que vous arriviez à passer ce cap. Et en étant convaincu que si vous travaillez ensemble, vous allez faire du mieux que vous pouvez, en tout cas pour y arriver. Étant donné que les circonstances étaient quand même assez exceptionnelles, on ne savait pas si on allait y arriver, mais en tout cas, on allait faire du mieux qu'on pouvait. Et en fait, rien que ce changement, tu vois, de paradigme, ce changement d'état d'esprit a complètement changé l'attitude de mes équipes. Et c'est pour ça que je te disais à quel point l'exemplarité, pour moi, de la confiance en soi, elle est claire et importante. C'est que la première fois où on a entendu parler du Covid et où on a dû tout d'un coup fermer les boutiques, qu'on a perdu tout d'un coup tout le chiffre d'affaires, etc., je pense que vraiment, nous, on flippait et les équipes ont flippé aussi. Et du coup, les gens n'avaient même plus vraiment envie de bosser. Enfin, tu vois, ils se disaient, c'est bon, c'est fini. Paralysie. Paralysie totale dans la peur. Et en fait, dès lors qu'en fait, ils ont senti qu'il y avait à nouveau un maître à bord, que le maître à bord ou le capitaine ne savait pas où il fallait aller, et que d'ailleurs, ça allait peut-être potentiellement venir d'eux, mais qu'on allait faire équipe ensemble et que dans la tempête, on allait se battre et qu'on allait essayer de lever la grande voile, la baisser, peu importe, mais qu'on allait essayer de filer dans le bon cap, tout de suite, en fait, les gens se sont hyper alignés et ça a été pour nous un moment très, très fort en termes d'équipe, tu vois, de se rassembler autour de la sauvegarde de la boîte. Tu dis que tu as un mentor. Alors, je ne te demande pas qui c'est, simplement, est-ce que ça fait partie de tes conseils? Est-ce que tu penses que pour renforcer la confiance en soi, avoir un mentor, ça peut être quelque chose d'utile? Je dirais même en termes de conseils que moi, si j'ai appris une chose, et notamment grâce à mon podcast, c'est à quel point l'entourage, à quel point les personnes avec qui on côtoie au quotidien sont importantes sur notre confiance en nous. Parce qu'au-delà de ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est la succession de petites actions, de petites victoires qui va faire qu'on va développer une saine confiance en soi, parce qu'en fait, on voit qu'on a la compétence, ça c'est vrai. Il y a quand même une réalité, c'est que des personnes qui, elles, je le disais, la confiance en soi, c'est contagieux. Donc, qui, elles, n'ont pas confiance en elles et du coup, n'ont pas confiance en toi et en tes compétences, mais ça a un effet totalement délétère. Et moi, il m'est arrivé dans ma vie, à pas mal de moments, de m'entourer de personnes que j'appréciais, mais qui étaient des personnes fondamentalement négatives, on dit souvent toxiques, mais des personnes qui n'avaient pas confiance en elles et du coup, très souvent, qui n'avaient pas confiance en les autres. Mais ça te tire vers le bas extrêmement fort. À l'inverse, s'entourer de manière proactive de personnes qui ne sont pas des personnes, tu vois, complètement inconscientes, mais de personnes qui voient les problèmes, les assument et ont quand même confiance en leur capacité à les gérer, parce que c'est ça la confiance en soi, eh bien ça, c'est essentiel. Et donc, effectivement, j'ai ce mentor-là, mais j'en ai d'autres. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été un invité de mon podcast. Et d'ailleurs, le podcast est pour moi une bonne source de mentoring. Mais ça peut être aussi, carrément. si tu veux, ma famille, ça peut être mon mari, ça peut être des amis. Globalement, j'essaye de m'entourer de personnes qui sont des personnes positives, qui ont plutôt confiance en elles et qui ont confiance en la vie. Parce que je constate que ça me tire vers le haut. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux personnes qui nous écoutent. Si vous avez un problème de confiance en vous, ne négligez pas l'impact de votre entourage. Et je tiens juste à le dire, c'est parfois dur, mais il est fréquent que notre entourage proche, qu'on aime, ne soit pas un entourage positif pour notre confiance en nous. Et il faut parfois agir pour ne pas se faire tirer vers le bas. Je pense aux jeunes entrepreneurs très très jeunes qui ont encore, je dirais, le lien fort avec leurs parents. On dit souvent que les parents donnent pas forcément confiance en nous parce qu'ils essayent de nous protéger, ils essayent de nous mettre en sécurité. Et en fait, à travers ça, on sent leur angoisse. Donc, c'est pas toujours très bon pour donner de la confiance en soi. Il y a une question que je voulais te poser parce que tu as cité l'exemple de la période du Covid. Est-ce que tu as cru qu'à un moment, l'entreprise pourrait y rester? Oui. Oui, je l'ai cru parce que c'était une époque où... donc c'était une époque où on avait moins de chiffre d'affaires que maintenant. On avait de la trésorerie, mais nous, on est une entreprise aujourd'hui que je possède avec mon mari, donc si tu veux, qui n'est pas sous fonds d'investissement, etc. On n'avait pas de prêt bancaire particulier, donc on n'avait pas une trésorerie qui était énormissime. Tout d'un coup, plus de chiffre d'affaires. À l'époque, tu ne sais pas encore si jamais tu vas avoir ou pas le chômage technique. Enfin, on n'en parlait pas. Je parle vraiment au tout début, tu vois, du premier Covid. Fermeture des boutiques. Les loyers sont quand même à payer. On avait déjà, je crois, 4 boutiques à l'époque. Le siège, évidemment. Et puis, au-delà de ça, je te disais, les encours clients, puisqu'en fait, chez Gémeo, il y a une particularité, c'est qu'on fabrique des bijoux sur mesure sur nos clients, de telle sorte que là, on avait plusieurs centaines de milliers d'euros de bijoux en cours de fabrication. Si jamais les clients nous disaient « je veux être remboursé », on ne peut rien faire. Donc oui, j'ai flippé.
Et pourtant, vous avez gardé la confiance en vous. Moi, je rapproche ça d'une expérience que j'ai eue aussi il y a quelques années où j'ai cru qu'en fait, j'allais perdre une de mes boîtes, vraiment. Et je me souviens très bien que à un moment où vraiment j'ai touché le fond de l'angoisse, j'ai eu une espèce de sursaut en me disant, mais ok, ça va peut-être arriver. Et finalement, je vais survivre. Et parce Ouais. qu'il se passe souvent un truc chez l'entrepreneur ou chef d'entreprise, très investi dans sa boîte, c'est qu'en fait, il s'assimile à sa boîte. Et quelquefois, se dire, mais non, ça c'est ma boîte et ça c'est moi, ça aide à garder sa confiance. Et finalement, c'est ce détachement qu'on peut avoir qui va nous aider en fait à réussir à sauver notre boîte et à la transformer. Et je dirais que dans les Bah, mentors qui sont utiles pour la confiance en soi, il y a des mentors qui sont très utiles, c'est ce que j'appelle les survivants. C'est-à-dire les gens qui ont vécu des épreuves difficiles, mais qui s'en sont sortis et qui aujourd'hui disent « Ouais, bah, c'était une péripétie ». Et cette capacité, après avoir eu la crise, à prendre du recul, en fait, ça te donne énormément de confiance. Et une confiance que tu peux transmettre aux autres. Parce que même quand tu dis à tes employés, ouais, bah, peut-être qu'on s'en sortira pas, bah oui, peut-être. C'est une possibilité. Mais on va se battre, on va tout faire, etc. Et puis, il y aura une vie après. Que l'entreprise survive ou pas, on fera peut-être autre chose ensemble, etc., etc. Je veux dire, ça ouvre des perspectives qu'on n'a pas forcément quand on a perdu toute confiance en soi. En tout c'était le cas, cas d'ailleurs de ce mentor, tu vois, qui a 75 ans et du coup qui en a vécu d'autres, quoi. Alors, c'est ça. lui-même te dit que le Covid, c'était quand même particulier, mais il te parlait, tu vois, de la crise du pétrole en 73, il te disait c'était pas la fête non plus, hein. Donc, C'est il en clair. a vécu d'autres. Et donc, effectivement, je suis d'accord que souvent, pour la confiance en soi, des personnes qui ont du recul et de l'expérience et qui sont un peu plus âgées, je trouve que c'est une très, très bonne source, en fait, de confiance en soi. Je tiens juste à rebondir sur ce que tu disais, au sens où la confiance en soi, comme on l'a dit, c'est une confiance en sa capacité, donc pas une confiance dans le fait on va nécessairement y arriver, ça c'est une bonne distinction, mais dans sa capacité à agir, à rebondir. Et donc Ouais. dans ce cas précis, tu vois, la confiance qu'on a finalement acquise, c'était pas forcément la confiance dans le fait que ça allait marcher, qu'on allait s'en sortir, parce qu'en fait le Covid, si tu veux, c'était tellement fort, tellement aléatoire, enfin, t'en sais rien en fait. Mais par Mm. contre, notre confiance, c'était la confiance en notre capacité, soit à recréer une boîte, C'est et à ça. faire du mieux qu'on pouvait, à rebondir, tu vois, à trouver des chemins de traverse, j'en sais rien, pour générer du chiffre d'affaires différemment. Mais c'était plus ça la confiance en soi que la confiance dans le fait qu'on allait réussir à Mm. sortir indemne de ce Covid. Ouais, ouais, ça peut être une transformation en fait d'activité, par exemple. Ça peut être, bah oui, ça va mourir, mais pas la boîte. La boîte, finalement, elle va se redévelopper dans tel domaine, etc. Alors ça, c'est pour l'entrepreneur. Après, si je reviens au manager, il y a quand même un cas, je trouve, qui est pas évident pour les managers, c'est quand tu prends un premier poste, quand tu arrives dans une entreprise que tu connais pas, tu as une espèce de double pression. J'en ai parlé dans un autre podcast qui est celui de la prise de poste, mais il y a quand même un truc qui est très dur quand on prend un poste, c'est qu'on a à la fois envie de faire plaisir à son boss et de faire ses preuves en obtenant des résultats tout de suite, mais on n'a pas développé la confiance avec nos équipes. Et donc, c'est pas possible d'obtenir des résultats. Et je dirais que c'est dans ce contexte-là, c'est quand même très difficile de garder sa confiance en soi. Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner pour un manager qui débuterait ou éventuellement un entrepreneur qui débuterait, mais vraiment, voilà, quelqu'un qui démarre, par essence, il n'a pas d'expérience, il connaît pas, il a de la pression, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Comment fait-il pour je dirais, ne pas donner une image de quelqu'un de complètement paniqué ou complètement paralysé, etc. Alors ouais, j'ai deux conseils parce que je l'ai vécu moi-même et je Oui. l'ai beaucoup observé auprès de personnes qui sont arrivées chez Gemio. Il y a vraiment les deux cas de figure. Il y a des personnes toujours pareilles qui essayent de se faire passer pour des personnes compétentes tout de suite, parce que je pense qu'il y a une pression sociale quand tu arrives dans une entreprise qui fait que tu es censé être bon directement. Mais c'est C'est clair. impossible. Enfin, alors là, je veux déjà commencer par casser un peu le mythe. Quand tu débarques dans une boîte que tu viens d'arriver, même si tu as 15 ans d'expérience, tu ne connais rien à cette entreprise. C'est Donc t'es une clair. merde, t'es pas bon, t'es pas bon pour C'est l'instant, vrai. c'est C'est vrai. normal. Et donc je pense qu'il faut l'assumer et donc se positionner dans le fait d'être un apprenti dans cette entreprise, même si tu as 15 ans d'expérience et que c'est pas ton premier poste. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est poser des questions. On en revient à ça. Se Oui. montrer vulnérable. Assumer en fait qu'on n'a pas toutes les réponses. Et moi, les personnes que j'ai vues qui ont fait les meilleures carrières chez nous,
et qui ont été le mieux onboardées, ce sont des personnes qui assumaient et donc qui avaient confiance en elles d'une certaine manière, que c'était une nouvelle entreprise, qu'elles ne connaissaient pas fondamentalement les tenants et les aboutissants de la manière dont notre boîte fonctionnait, et donc qui se positionnaient, si tu veux, vraiment comme des apprentis, une fois de plus, c'est-à-dire qui allaient poser des questions, qui allaient s'intéresser, qui allaient creuser les sujets, mais qui n'avaient pas de réponse, et qui mettent en général bien 3 mois avant de commencer à faire des premières propositions. Donc, c'est vrai que c'est difficile en France, d'autant plus que il y a ces fameuses histoires de période d'essai, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai un deuxième conseil à donner. Mais je dirais qu'il faut, de manière générale, plutôt être dans une démarche de poser des questions, de s'intéresser à l'entreprise, plutôt que d'essayer tout de suite, si tu veux, de changer les choses. Parce que ça, c'est un peu une erreur, je pense, classique quand on arrive dans une boîte, c'est d'arriver, de se dire, OK, je vais tout changer, parce qu'il faut que je montre que je sers à quelque chose. Mais en fait, le problème, c'est que tu connais pas encore suffisamment la boîte. Et d'ailleurs, souvent, il peut y avoir aussi des levées de boucliers, tu vois, de l'équipe qui ne te connaît pas, te fait pas confiance. Donc, c'est trop tôt, en fait. Donc, je pense qu'il faut être assez vigilant avec ça. Et je trouve qu'une première période, en fait, qui est plus une période d'accoutumance, de connaissance de l'entreprise et de création de confiance avec les collaborateurs, elle est assez nécessaire via le fait de poser des questions, en fait, et de s'intéresser. Donc, ça, c'est peut-être mon premier conseil. Et le deuxième, du coup, qui est corollaire, c'est que je pense qu'il faut être beaucoup dans cette démarche de poser des questions, mais aussi prendre des petites décisions, avoir des petites victoires sur des petits sujets pas très importants. Parce qu'une fois de plus, tu peux pas commencer quand tu arrives dans une entreprise par refaire la strate de la boîte. Mais par contre, commencer par dire est-ce que tu m'autorises à juste changer ce fichier Excel que je trouve pas forcément parfaitement fait, je te fais une proposition, tu me dis ce que tu en penses. Donc, sur des petits sujets qui peuvent paraître parfois un peu mesquins, franchement, mais qui va faire que la personne en face de toi ou l'équipe va voir que tu contribues, va te permettre aussi, toi, de montrer en fait que tu es capable de faire certaines choses et d'apporter de la valeur ajoutée. Et donc, je dirais que cette période qui n'est pas évidente, tu as raison de soulever, pour moi, c'est poser beaucoup de questions et faire des propositions et prendre des petites décisions, des petites propositions sur des petits sujets qui, avec le temps, en fait, vont devenir des gros sujets. Toujours dans cette perspective à laquelle je crois beaucoup et dont j'ai pas dans ma formation, qui est que la confiance en soi, ça se construit dans le temps pour les autres, enfin la confiance de manière générale pour soi et pour les autres, sur des petites victoires, des petits actes répétés, avec beaucoup de répétitions. Donc, il vaut mieux commencer tôt avec des petites actions, plutôt que d'essayer, tu vois, et ça c'est une erreur que j'ai déjà vue, de tout de suite faire un très grand projet. Parce que le très grand projet, déjà, tu n'es pas forcément en capacité tout de suite d'avoir les bonnes idées, mais en fait, surtout, il ne faut pas négliger que les personnes en face de toi ne te font pas confiance, et c'est normal. Il ne faut pas se dire « Ah, c'est injuste », tu vois, ça c'est typique, un raisonnement que j'ai pu entendre. Non, c'est normal, ils ne te connaissent pas. Eux, ça fait 10 ans qu'ils bossent dans la boîte, qu'ils la protègent. C'est tout à fait normal, en fait, qu'ils mettent du temps avant de te faire confiance sur ces sujets qui sont des sujets stratégiques. C'est clair. Il y a un truc aussi qu'il faut se dire quand même, c'est que parfois il l'oublie, mais un boss sensé, il sait très bien que quelqu'un va pas révolutionner la boîte en 3 mois. En fait, ce qu'il veut, c'est pas ça. En fait, ce qu'il veut, c'est être sûr de ne pas s'être trompé en termes de recrutement. C'est pas la même chose. Et si tu arrives et qu'effectivement, tu es quelqu'un qui pose des questions intelligentes, qui résout des petits problèmes, et aussi qui a un plan, c'est-à-dire que si tu es capable d'aller voir ton nouveau boss et de dire voilà comment je vois mon intégration, pendant 1 mois, je vais faire ça, puis pendant, etc., que tu lui rendais compte, que tu le rassures, etc., ça te donne de la confiance et ça dégage aussi une image de confiance. Et la confiance, au départ, elle ne peut pas être sur les résultats, parce que les résultats, ils ne s'obtiennent qu'une fois qu'on a la confiance de notre équipe. Donc, il faut montrer qu'on a du recul, etc. Très juste. Et ça, ce conseil que tu donnes, je me permets de rebondir dessus. Moi, malheureusement, je constate que ça arrive peu, et notamment sur des personnes un peu plus juniors. C'est plus le cas si tu recrutes un DG, bien sûr, des choses comme ça. Mais je pense que ça a énormément de valeur en tant que personne, même qui n'est pas manager, mais qu'employé, quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, de se poser avec son manager et de dire comment est-ce que tu vois mon intégration. Moi, personnellement, je pense qu'il faut que je fasse déjà 1 mois de ça. Ensuite, je passerai peut-être à une deuxième étape, mais en fait, de montrer qu'il y a une réflexion, du recul et un plan, quitte à ce qu'il soit challengé, tu vois, mais je trouve ça extrêmement valorisant. Nous, on est même allé un cran plus loin chez Outils du Manager, c'est qu'on a carrément proposé aux personnes qui démarrent un poste d'avoir un plan, en fait, de venir avec un plan, avec tout fait, et je veux dire argumenter de ça, qu'elles peuvent discuter avec leur boss, parce que je pense que c'est encore une démarche encore plus proactive, en restant ouvert par rapport à ce que va dire le patron, mais que d'arriver déjà à quelque chose. Ça veut dire
je connais pas tout, mais j'ai réfléchi quand même. Et donc, voilà ce que je te propose pour que ça se passe bien, mon intégration, etc. En fait, en résumé, un boss, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des résultats, certes, mais surtout, il veut pas d'ennui. C'est-à-dire, il veut pas s'être trompé, il veut pas que ça se passe mal avec les équipes, etc. Les résultats, ce sera pas tout de suite, ce sera après, mais il faut qu'il y ait quelque chose entre deux, je pense. Il y a un autre truc que t'as redit l'histoire des questions, et ça, c'est vachement important, je voudrais insister là-dessus. Je sais pas si tu as remarqué, moi aussi, j'ai des mentors, et en fait, mes mentors, ils me disent pas grand-chose. Ce qu'ils font quand on se rencontre, c'est qu'ils me posent des questions. La puissance des questions. Et je pense que ton mentor, ça doit être pareil. Avant tout, il doit te poser des questions. Et c'est à travers ces questions, finalement, qu'il va te donner confiance. Il va te montrer que tu as les ressources. C'est un peu une démarche de coaching, hein, d'une certaine manière. On dit souvent qu'on ne peut avoir une épiphanie ou une réalisation que quand elle vient de nous-mêmes. En fait, l'expérience, c'est pas quelque chose qui se partage si bien que ça. Il faut que tu le vives pour le comprendre. Et par contre, si on te pose des questions et que tu finis par arriver via ton cheminement à cette conclusion, là, tu vas vraiment la comprendre fondamentalement. Super intéressant. Il y a un autre cas, alors je sais pas, peut-être c'est un cas compliqué, mais quand on se rend compte qu'on est soi-même managé par une personnalité toxique, ou si on a des collaborateurs qui ont des personnalités toxiques, tu t'en parlais tout à l'heure en parlant de l'environnement, ça c'est ton environnement choisi, mais dans la boîte, en fait, tu choisis pas toujours ton environnement. Quand je dis toxique, je dirais que, parce que c'est pas un terme que j'aime forcément, même s'il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est plus si tu as un manager qui te donne pas confiance en toi, ou si tu as des collègues ou un ou plusieurs collègues qui ne te donnent pas confiance en soi. Je pose cette question parce que j'ai été surpris de voir une statistique en discutant avec une coach qui me disait qu'en fait, les gens qui viennent en burn-out chez elle, c'est souvent des gens dont le manager a sapé leur confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils réussissaient trop bien, et le manager a eu peur, et donc il les a écrasés. Tu vois, on peut avoir ça dans une entreprise. Ce serait quoi ton conseil par rapport à ça? Quelqu'un qui se sent dans cette situation, qui se dit, mais en fait, j'arrive pas à avoir confiance en moi parce que finalement, mon contexte professionnel, mon boss, mes collègues, mes collaborateurs, sapent ma confiance en moi. Écoute, c'est une question hyper intéressante. Alors, j'ai évidemment pas de réponse. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Je suis comme toi, j'aime pas trop le terme de toxique parce que bien souvent, malheureusement, ces personnes-là sont des personnes qui n'ont pas conscience, si tu veux, du mal qu'elles font. Et d'ailleurs, elles ne font pas le mal de la même manière à tout le monde, parce qu'en fait, une personne qui est toxique pour toi ne le sera pas forcément pour moi. Donc, il faut quand même mettre beaucoup, tu vois, de guillemets, de petites pincettes. Je pense qu'on est un peu rapide à juger. Il y a maintenant des pervers narcissiques à tous les coins de rue, si tu veux. Je pense que c'est quand même pas le cas. Mais tout ça pour dire que il peut arriver qu'il y ait une interaction difficile dans une entreprise avec votre manager, vos employés, etc. Je pense que la clé, et je ne sais pas si tu es d'accord, c'est déjà de dire ce qu'on pense de manière posée et en étant à l'écoute de l'autre. Donc toujours aussi quand même poser des questions. Parce que très souvent, quand on est face dans une situation comme ça, en fait, on prend les choses personnellement, on se campe un peu sur tu vois, en se disant c'est moi qui ai raison, c'est un peu un rapport de force, tu vois. Alors qu'en réalité, la personne en face, bien souvent, n'a même pas conscience de ce qui se passe, ou en tout cas, ça n'est pas volontaire. Pour elle aussi, la situation est difficile. Et donc, moi, ce que j'ai constaté pour l'avoir observé, par exemple, dans mon entreprise, entre deux personnes qui se considéraient comme toxiques l'une et l'autre, c'est qu'en fait, elles n'avaient même pas parlé à la principale intéressée. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est pas d'en parler à tous tes potes, parce qu'en général, c'est ce qui se passe. D'en parler à tout le monde dans l'entreprise est au courant, sauf la personne principalement intéressée. Donc, je pense que déjà, le premier petit conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur, de dire, pas que c'est une personne toxique, parce que ce n'est pas le cas, mais de dire, écoute, j'ai du mal à trouver ma place vis-à-vis de toi, je ne sais pas bien comment interagir avec toi, j'aimerais que ça fonctionne mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux? Donc vraiment être dans un dialogue constructif pour essayer de faire progresser la chose. Et écouter la personne et son point de vue, parce qu'une fois de plus, très souvent, on prend les choses personnellement, on est campé sur ses positions, et on n'essaye même pas finalement de comprendre quelle est la position de l'autre. Et parfois, elle peut se dire « Ah oui, mais moi, je réagis comme ça parce que je te trouve tout le temps défensif quand tu me fais des feedbacks. » Il faut quand même y réfléchir. Donc, je dirais qu'il y a en fait une première étape qui est une étape de dialogue. Et je te dis, une fois de plus, j'insiste dessus parce que pour l'avoir beaucoup, beaucoup vécu, avec peut-être à titre personnel, mais surtout avec des personnes autour de moi, ce que je constate qui est assez fou dans le monde de l'entreprise, et même dans la vie personnelle, c'est quand on a un problème avec quelqu'un, on a en général le réflexe d'aller en parler à tout le monde, sauf à cette personne.
Et donc ça, s'il y a un truc à retenir, c'est il faut absolument en parler à cette personne, parce que c'est elle qui est le problème, enfin c'est cette interaction qui est le problème, c'est pas les autres. Les autres vont juste se contenter de dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, ou ouais, t'as raison, vraiment il est pas sympa. Et ça n'apporte rien. C'est le côté peut-être un peu tu vois, très action-oriented, mais je pense que c'est important. L'autre conseil que je dirais, mais ça c'est dans un deuxième temps, c'est si jamais tu as vraiment été au bout de ce dialogue, que tu as essayé de construire quelque chose, que tu as essayé de résoudre ce problème de manière proactive, sans le prendre personnellement, sans essayer de gagner quoi que ce soit, parce qu'une fois de plus, parfois on est un peu dans ce côté d'avoir de l'ego, tu vois, de se dire ah ben non mais cette personne est toxique et donc je peux pas bien faire mon travail, et donc on se positionne un peu comme une victime, et en fait on se met finalement en situation où en tout cas le succès est impossible, puisqu'en tout cas c'est la faute de ce manager ou de ce collaborateur. Ça, c'est pas une démarche très constructive. Donc, je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà, tu vois, de cet ego personnel qu'on a tous tendance à avoir, hein. Et moi la première, je me suis très souvent positionnée dans ma vie comme une victime, et c'est le jour où je décide à chaque fois de me dire non mais en fait s'il y a un problème, c'est mon problème, ce n'est pas le problème de l'autre, donc il faut que je le résolve. Si néanmoins, en fait, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas parce que cette personne-là est réellement une personne qui ne veut pas changer, qui n'est pas dans cette démarche et avec laquelle tu n'arrives pas à interagir, là, je dirais qu'il faut se poser des questions de changement de poste, changement dans l'organigramme, et donc à ce moment-là, il faut peut-être avoir une démarche proactive de changement. Ça, c'est un avis personnel, mais moi, je suis assez convaincue d'une chose, c'est qu'en fait, une entreprise, quand on est salarié ou manager, c'est un contrat de travail. Un contrat, c'est entre deux personnes, entre deux entités, et vous n'êtes pas lié ad vitam aeternam dans votre entreprise. Si vous êtes malheureux dans votre boîte, mais n'allez pas attendre le burn-out pour décider de partir, quoi. Et moi, c'est un truc que je comprends pas. Enfin, je comprends qu'on ait peur de pas retrouver un emploi, mais franchement, entre faire un burn-out et être au chômage quelque temps, je préfère être au chômage quelque temps. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer, après avoir été au bout des choses, mais il faut assumer le fait que en fait, ça ne fonctionne pas dans cette entreprise, la culture ne me convient pas, ne me plaît pas, les valeurs ne sont pas les bonnes. Bon, je suis une grande fille, un grand garçon, je peux décider de faire une rupture conventionnelle et partir pour trouver quelque chose qui me convient mieux. Et une fois de plus, je trouve que c'est un peu mon petit coup de gueule, Cédric, mais moi, je pense qu'il y a parfois des personnes qui se mettent tellement en situation de consommation de leur propre vie, si tu veux. J'ai envie de leur dire, mais non, c'est votre décision d'être dans cette entreprise. Personne ne vous a forcé, hein. En fait, c'est une preuve de confiance en soi que de pouvoir justement décider de prendre le contrôle sur sa vie. Il y a un autre truc que je voudrais souligner que tu as dit avant. D'abord, c'est que tu as bien présenté les choses en disant il y a deux démarches. D'abord, tu essayes de faire fonctionner le truc qui ne fonctionne pas, et si vraiment c'est pas possible, que la cause est extérieure à toi-même, il faudra prendre ta décision de quitter ou de faire évoluer les choses. Mais ce que tu as dit dans la première partie qui était intéressant, c'est que tu as dit tu vas pas aller voir la personne et lui dire qu'elle est toxique. Et ça, c'est vraiment très important. C'est que quand tu fais un feedback, ça s'appelle faire un feedback, d'aller voir quelqu'un et lui dire, tu vois, quand tu agis comme ça, voilà les conséquences, je perds ma confiance en moi, patati patata. Ça, c'est un feedback. C'est-à-dire que tu dis à la personne que tu trouves toxique, tu lui dis pas tu es toxique, parce que ça, elle peut pas le prendre bien. Ça veut dire que ça marchera pas. Aller voir quelqu'un comme ça, c'est fini, ça générera une rupture ou ça augmentera encore le problème. Par contre, aller la voir en disant, tu vois quand tu fais telle chose, par exemple, tu vois quand en réunion tu dis non mais vraiment t'es nul, tu devrais te taire, eh bien voilà la conséquence, c'est que je perds ma confiance en moi et finalement je vais plus prendre la parole en réunion. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que je peux changer quelque chose chez moi? Est-ce que tu peux... Tu vois, t'as vraiment dissocié l'étiquette qu'on peut coller sur la personne, et effectivement, peut-être la personne est toxique, peu importe. Ce que tu veux, c'est que le comportement qui te pose problème s'arrête. Complètement. Et donc, s'attaquer au comportement, c'est quand même plus simple, et ça donne une chance à l'autre de se dire, non, mais c'est pas moi, c'est mon comportement qui va pas. Effectivement, il y a un problème, mais on peut en parler. Et ça, je trouve ça... Moi, j'irais même peut-être encore plus loin. Moi, ma réflexion, c'est avant, je me positionnais un peu comme une victime et je disais aux gens un feedback, ils le prenaient mal et je disais vraiment, ils savent pas prendre le feedback. Franchement, c'est nul, etc. D'une certaine manière, c'est un peu se positionner comme une victime, tu vois, de dire quelque chose comme ça. Alors que j'ai compris que c'est mon rôle en tant que manager et personne qui doit donner du feedback, de faire en sorte que la personne ne prenne pas le feedback personnellement. Ouais. Et donc, il faut que je fasse attention à ne pas être personnel dans mon feedback. Effectivement, c'est une action qui pose problème, ça n'est pas la personne. Et ça, c'est très important comme distinction. Et je pense qu'on a très souvent tendance, en tout cas, moi, je te dis, tu vois, de plus, c'est pas pour dire que je suis nulle surtout, mais disons que j'ai pu pendant longtemps confondre des feedbacks personnels
Et moi-même, tout était brouillé dans ma tête, tu vois, et faire des feedbacks qui étaient légitimes, je pense, sur le fond, mais en l'orientant sur la communication de manière trop personnelle, en disant, bah, tu vois, là, t'es comme ça, tu es comme ça. Mm. Jamais dire quelque chose comme ça. Il faut dire, cette action-là pose un problème pour telle et telle raison. Parce qu'en fait, du coup, la personne le prendra peut-être moins personnellement. Et une fois de plus, c'est notre rôle de personne qui donne du feedback, que tu sois manager ou pas manager, parce que tu peux faire des feedbacks remontants, tu peux faire des feedbacks à des collaborateurs, de faire en sorte que ce feedback soit pris le mieux possible pour que la personne elle puisse agir. Parce que si jamais la personne le prend mal, bah, en fait, elle va juste non seulement ne pas agir, mais ensuite te prendre en grippe. Et donc, en fait, le résultat est absolument pas le résultat escompté. Tout à fait. Et je pense qu'on a tendance parfois à se dire oui, mais tu vois, je lui ai fait un feedback et en tout cas, il ne veut pas prendre le feedback. Et ça, en fait, c'est votre échec. Ce n'est pas l'échec de la personne. Une mauvaise communication est toujours à remettre en cause par l'émetteur, pas par le récepteur. Alors, tu vois, tu réponds indirectement à une question que je voulais te poser, c'est comment peut-on aider ses collaborateurs à développer leur propre confiance ? Ce que tu viens de dire, c'est que déjà, il ne faut pas saper leur confiance. Parce que souvent, en fait, ce que fait le manager ou le chef d'entreprise, sans s'en rendre compte, encore une fois, ce n'est pas forcément quelqu'un de toxique, ça peut être quelqu'un comme toi et moi, c'est qu'en ne maîtrisant pas bien notre communication, nos outils de communication, en fait, on fait des choses qui sapent la confiance. On croit les aider, mais en fait, on leur enlève leur confiance. Et c'est une des choses que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand on fait des feedbacks que tu appelles personnels, c'est-à-dire des feedbacks sur la personne, en disant « t'es nul », ou t'es tout le temps en retard, hein, c'est pas forcément t'es nul, mais t'es vraiment pas organisé, etc. Plutôt que de dire, tu vois, quand tu oublies de classer ce dossier, ben je mets 3 heures à le retrouver, donc pour moi c'est un problème, est-ce que tu peux changer ? Ça va donner confiance à la personne parce que tu lui dis quelque part, j'ai confiance en toi, tu vas pouvoir évoluer. Alors que quand tu dis, t'es vraiment pas organisé, là tu leur laisses aucune chance, quoi. En fait, tu leur tues leur confiance. Et toi, en tant que manager, t'as super intérêt à ce que tes collaborateurs aient confiance en eux. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir des résultats. Bah, c'est ça, parce que quand tu dis à quelqu'un « t'es pas organisé », la personne se dit que intrinsèquement, fondamentalement, elle n'est pas organisée et donc elle ne va jamais y arriver. Donc c'est ça, une fois de plus, la confiance en soi, c'est sa capacité, c'est la confiance en la capacité. Donc si tu lui dis fondamentalement tu n'es pas organisé, ça ne changera jamais. Ce qui est faux, puisque tout le but du management, c'est de faire progresser les autres et toi-même pour arriver à des objectifs. Donc il faut avoir cette mentalité en fait du développement, quoi. Absolument. J'avais aussi une question. Est-ce que tu penses que c'est une erreur, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé, de recruter un collaborateur qui manque de confiance en lui ? Ouf, je ne fais que ça, malheureusement. Recruter des collaborateurs qui T'as un critère, en fait, pour rentrer chez toi. Il faut manquer de confiance en soi. Écoute, j'ai une petite... j'ose à peine te le dire, mais je te le dis quand même, on est entre nous, Cédric. Ouais, c'est que... je confirme. Voilà, que personnellement, c'est horrible ce que je vais dire, je trouve que les gens qui n'ont pas confiance en eux sont des gens souvent un peu plus intéressants. C'est des gens un peu torturés. Et moi, j'aime bien les gens qui n'ont pas confiance en eux. Je trouve qu'ils sont intelligents, ils se posent des questions, etc. Le problème, c'est qu'il faut à un moment donné qu'ils arrivent à aller au-delà parce que sinon, en fait, ça pose des problèmes professionnellement, comme on l'a dit. Mais donc, je pense que j'ai une appétence personnelle, peut-être parce que j'avais pas confiance en moi pendant longtemps, pour les gens qui n'ont pas trop confiance en eux. Et à l'inverse, les gens arrogants, j'avoue que moi, j'ai un peu un mécanisme de défense qui fait que j'aime pas trop. Mais bon, tout ça pour dire que oui, donc ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Je trouve que les gens qui n'ont pas de confiance en eux ou qui en manquent souvent ont aussi souvent une appétence pour la remise en cause qui est intéressante et donc qui quand même dans le milieu de l'entreprise est aussi quelque chose d'assez utile. Donc en fait c'est pour ça que je trouve que bien souvent pour moi les meilleures recrues sont des personnes qui n'avaient pas trop confiance en elles à un moment dans leur vie mais qui ont réussi à dépasser ça et justement à devenir quelqu'un qui a ce que j'appelle une saine confiance en soi, c'est-à-dire t'as pas confiance en toi sur tout, t'as pas confiance en toi tous les jours, tu fais des rechutes mais globalement t'as appris à sécuriser ce muscle qui est la confiance en soi. Et donc, oui, j'ai déjà recruté beaucoup de personnes dans ce cas de figure. Malheureusement, comme tu le sais, ça prend souvent des années, la confiance en soi à se construire. Et c'est pas sur tout. Mais je pense, une fois de plus, que notre rôle en tant que manager, toi t'en parles beaucoup au niveau du feedback, c'est de pas faire des compliments artificiels, mais de montrer aussi ce qui va bien quand les choses vont bien, montrer les actions. Feedback positif a un rôle très très important, je pense, dans la création de confiance en soi des personnes qu'on recrute.
et aussi leur laisser pas mal d'autonomie. Je pense que le micromanagement, il n'y a rien de pire en fait pour la confiance en soi, parce qu'en fait du coup on se sent pas maître, si tu veux. Enfin, on a l'impression qu'en fait on est un peu de l'argent, si je puis dire, d'une personne, et qu'en fait on ne crée rien soi-même, on est un pur exécutant. Et je pense que réussir à trouver un bon dosage d'autonomie versus contrôle, et aussi un bon levier pour promouvoir la confiance en soi. Je suis d'accord. Ça rejoint un des trucs que disait Charles Pépin, d'ailleurs, quand même, je boucle un petit peu sur Charles Pépin. C'était, il expliquait que, alors je crois que alors le nom m'échappe, mais quelqu'un qui fait beaucoup d'escalade et qui emmène des gens à faire de l'escalade à des niveaux assez importants. Il dit que quand dans l'équipe, il y a quelqu'un qui tout à coup commence à paniquer ou justement à perdre sa confiance en lui, il lui donne le rôle du premier de cordée. Et le fait de lui donner ce rôle, en fait, ça remet... Alors évidemment, il ne faut pas mettre les gens en limite de compétence, parce que ça, il n'y a rien de pire pour saper la confiance en soi. Mais comme il sait que cette personne, elle est tout à fait capable, puisqu'elle a les compétences, eh bien, il lui donne la responsabilité finalement, de tirer la confiance du groupe vers le haut, et il dit que ça marche très très bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé aussi dans le monde de l'entreprise, parce que souvent, la confiance en soi, c'est vraiment ce décalage entre notre capacité à exécuter et nos compétences. C'est-à-dire qu'on a les compétences, mais finalement, on ne s'en sent pas capable. Et quelquefois, mettre la personne en responsabilité, tout en la sécurisant, c'est ça qui va déclencher sa confiance en elle. Et l'autre truc que je voulais dire, ça m'intéresse vraiment ce que tu viens de dire, en disant, mais non, moi, les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils m'intéressent. Et c'est plutôt ceux-là que j'ai envie d'embaucher parce que je vais pouvoir, parce qu'ils se posent des questions, parce qu'ils sont capables de se remettre en cause, et puis je pense aussi parce qu'ils ont des choses à prouver peut-être. Eh bien, c'est un petit peu aussi, j'avais publié un truc qui s'appelait les introvertis sont les meilleurs managers, ou un truc comme ça, ce qui est complètement contre-intuitif. Mais en général, les gens qui manquent de confiance en eux, les introvertis, si ils ont le déclic de dire mais en fait ça s'apprend, ça va être les meilleurs après. Parce que finalement, ils ont cette capacité, c'est exactement ce que tu viens de dire, à se remettre en cause, à intégrer des techniques, des outils, des compétences que les autres ne feront pas, puisqu'ils diront non mais moi je connais tout, moi je suis meilleur que tout le monde, etc. Et ils vont devenir bien meilleurs que justement ceux qui ont confiance en eux au départ. Je suis d'accord avec toi. Le problème de l'excès de confiance en soi ou de l'arrogance, c'est qu'en fait on est un peu un rouleau compresseur, et en fait on a sa vision et on trace sa route. Alors c'est un avantage, c'est qu'on va vite. Mais on dit souvent, tu sais, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. C'est un peu ça, c'est-à-dire que si jamais tu traces ta route tout seul et que tu n'écoutes personne et que en gros tu es un peu le rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage, le problème c'est qu'au bout d'un moment il y aura bien un mur, si tu veux, qui va faire que tu vas devoir t'arrêter. Alors que si jamais tu arrives à plus te coordonner avec d'autres personnes, et ben à ce moment-là, ça va beaucoup plus loin. C'est clair. Super intéressant. Alors moi, ce que j'aime bien, je dirais en fin de discussion, c'est que j'aime bien demander à mon interlocuteur ou interlocutrice si elle a des outils à partager, c'est-à-dire Alors, tu as déjà parlé de certaines choses, hein, le fait de poser des questions, le fait d'avoir un mentor, le fait d'avoir un bon entourage, enfin voilà, tout ce qui a été égrené tout au long de ce qu'on s'est dit, mais est-ce que tu as peut-être un truc, une astuce ou un outil à partager qui pourrait faire la différence ? Alors, effectivement, on a évoqué un certain nombre de sujets. Bon, minute commerciale, si tu m'en veux pas, Cédric, mais elle n'est pas commerciale pour rien, c'est qu'en fait, c'est quelque chose auquel je crois. Comme toi, je crée des formations, et là, en l'occurrence, j'en ai créé une sur la confiance en soi, pour une raison simple, c'est qu'en fait, j'ai eu ce problème pendant longtemps, et surtout, je constate autour de moi, et notamment parce que je recrute des personnes qui n'ont pas beaucoup confiance en elles. C'est ce que j'allais dire. Tu as eu des cobayes. Je l'ai d'ailleurs partagé à toute mon équipe, pour tout te dire. Mais tout ça pour dire que j'ai eu des cobayes, et c'est comme ça en fait que j'ai créé cette formation, avec mon expérience personnelle, mais avec maintenant 10 ans d'expérience professionnelle et un peu plus de 70 collaborateurs chez Gemio. Et en fait, donc, je ne vais pas te résumer la formation dans son ensemble, mais c'est une formation où justement j'essaye de donner énormément de grands principes, un peu comme on l'a fait là, mais aussi d'outils. Et dans mes formations, je crois que c'est le cas aussi d'Étienne. Je pense qu'une des valeurs ajoutées, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices. Et comme on l'a dit, la confiance en soi, c'est une compétence, c'est un muscle. Comme un muscle, ça se travaille. On n'est pas tout de suite bon en course à pied. Il
il faut s'entraîner. Et donc, en fait, toute cette formation, elle a vocation à donner plein d'exercices pratiques pour justement build up, donc construire ce muscle de la confiance en soi. Et donc, moi, je suis assez convaincue que je te parle pas des cas évidemment médicaux, de dépression grave, de bipolarité, etc. C'est pas mon terrain. Mais quand on Bien a sûr. juste un problème simple de confiance en soi, qui est quelque chose d'extrêmement fréquent, et d'ailleurs j'avais fait une étude sur ma newsletter et mes comptes Instagram et LinkedIn, il y a plus de 80% des gens qui estiment ne pas avoir vraiment confiance en eux, donc c'est énorme. En fait, Ah ça oui. fait partie de votre responsabilité de construire ce muscle, si tu veux, pour être épanoui professionnellement et personnellement. Et je pense qu'en fait, trop souvent, et ça c'est peut-être le dernier message que je vais passer, on se dit que la confiance en soi c'est un truc acquis, c'est un truc naturel, c'est un truc hérité de notre famille. Alors c'est un peu vrai, mais en fait on a chacun une responsabilité, la responsabilité de notre vie, et de se dire, bah non, je veux développer ce muscle de la confiance en soi. Et je peux le dire parce que moi-même, je partais de très loin, et qu'à un moment donné, j'ai un peu décidé, ok, il va falloir que je résolve ce problème, parce que sinon, je vais être malheureuse comme les pierres toute ma vie, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que cette formation, je l'ai faite pour ça, pour essayer de donner des outils, toi qui aimes les outils, pratiques et simples. Ça va pas révolutionner votre vie au sens où c'est pas des choses compliquées, mais tu vois, c'est identifier ses propres talents, savoir où est-ce qu'on est vraiment bon, là où au contraire on ne l'est pas du tout. Parce que ça aussi, c'est important de savoir faire la part des choses. Qu'est-ce Bien qu'on aime sûr. faire, qu'est-ce qu'on aime pas faire, quelles sont les personnes qui sont toxiques, quelles sont les personnes qui nous tournent vers le haut. Donc il y a plein de petites réflexions comme ça que si tu formalises et ensuite tu arrives à les appliquer via des exercices vont t'aider en fait à arrêter d'être dans un espèce de brouillard où tu dis juste j'ai pas confiance en soi et en tout cas ma vie est pourrie et machin et j'y arriverai jamais. Mais non, tu deviens responsable en fait de te dire point par point, je vais essayer de trouver des solutions pour construire ce muscle de la confiance en soi. Donc ça, je dirais que Super c'est intéressant. ça se trouve sur tous mes réseaux sociaux, mon compte Moi, je Instagram. mettrai, tu sais, je mettrai un lien en descriptif du podcast, comme ça les gens pourront cliquer et aller voir ce que tu proposes. Juste pour savoir, ça s'étale sur combien de temps à peu près? Alors, c'est une formation, je crois qu'il y a à peu près 3 heures de vidéo. Et au-delà de la vidéo, donc qui peuvent être écoutées, parce que je crois qu'il y a 7 vidéos, un truc comme ça, qui peuvent être écoutées séparément. C'est à peu près 20 minutes par vidéo, entre 15 et 20 minutes par Mhm. vidéo. Il y a surtout en fait un carnet de travail qui fait peut-être 50 pages, avec beaucoup d'exemples précis, des exercices concrets. Donc en fait, il y a à la fois la version papier, si tu veux, la version vidéo, un club sur lequel on peut interagir sur LinkedIn et de mémoire elle coûte 250 euros, donc tu vois ça reste quand même quelque chose d'accessible. Et tout mon objectif, moi je suis pas en fait tu peux pas je suis pas CPF parce que ma boîte est en Suisse et que en fait j'avais juste envie que ce soit très accessible comme formation parce que pour moi c'est un problème presque d'utilité publique, tu vois, la confiance en soi. Donc en Mhm. fait c'est plutôt accessible et je pense que enfin même mon mari l'a fait, tu vois, donc je veux dire il y a des personnes beaucoup de personnes, Des je gens pense qui que ont déjà confiance. des gens qui ont déjà confiance et je pense que des personnes, faut pas négliger en fait à quel point c'est important. Et si Ouais, c'est jamais quelque chose, c'est jamais une case qui est cochée parce je pense, personne n'a confiance en soi en permanence tout le temps. Mais si ouais, tu peux avoir des outils, et là-dessus je te rejoins beaucoup, qui te permettent de ouais. retrouver en fait tes appuis dans les moments difficiles, ça c'est très important. C'est clair. Et il y a un truc que tu dis aussi, c'est tu vois, par exemple, toi, tu prends ton exemple. Tu dis, moi, j'avais pas confiance en moi parce que mes parents avaient tellement confiance en eux que j'avais pas ma place. Mais je pourrais te dire l'inverse. Je pourrais te trouver quelqu'un qui va dire, non, mais moi, j'ai pas confiance en moi parce que mes parents n'avaient pas confiance en eux du tout. Et donc, j'ai jamais eu l'exemple de quelqu'un qui avait confiance en lui. Donc, finalement, peu importe. C'est-à-dire, l'origine Ah du ouais, problème, l'origine du manque de confiance, quelque part, on s'en fout. C'est l'avenir qui nous intéresse. Ok, qu'est-ce que totalement. tu fais par rapport à ce problème? Et il y a des outils, et il y a des manières de faire, et il y a des petits trucs à apprendre, etc. Et c'est comme ça que ça se construit. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas en allant, à part sur des problèmes, comme tu le disais, psy, qui sortent complètement de notre domaine. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On est simplement dans une compétence à acquérir. Bah, la compétence à acquérir, l'idée, c'est pas de regarder pourquoi on l'a pas. L'idée, c'est comment je l'acquiers. Est-ce qu'elle est importante pour moi? Oui, non. Comment je l'acquiers? Je pense que c'est Exactement. ça C'est la d'avoir une question. démarche presque plus simple, en fait, vis-à-vis de ce sujet, où très souvent, je trouve que on rentre un peu dans des débats, tu vois, personnels, de se dire, j'ai pas, une fois de plus, un peu de victimisation, je trouve. Alors qu'en fait, une fois de plus, si on le voit de manière concrète, c'est comme d'apprendre l'anglais. Est-ce qu'il faut ou pas que j'apprenne l'anglais? Bah oui, pour mon développement professionnel. Bah, du coup, il faut que je me donne les moyens, que j'aille en Angleterre, que je prenne des cours d'anglais, que je passe des podcasts. C'est la même histoire, en fait. Et très souvent, la confiance en soi, on se dit, ah ben non, c'est un truc un peu, tu vois, qui flotte comme ça dans l'air, on l'a pas, mais il n'y a pas de démarche proactive. Et tout mon Mmh. sujet, c'est de dire, je pense que c'est un outil professionnel, la confiance en Mmh. soi,
Et donc, dès lors, si tu penses que c'est important, il faut que tu aies une démarche proactive pour la développer. Je suis d'accord avec toi. La vraie question, c'est est-ce que c'est un sujet pour moi, oui ou non? Est-ce que c'est le moment Voilà. pour moi de faire Et c'est ça? pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a Voilà, des c'est gens qui beaucoup n'ont pas plus besoin, important et de tant faire mieux. autre chose à ce moment-là. Je suis d'accord avec toi. Eh ben écoute, je suis ravi d'avoir eu cette conversation avec toi. Je mettrai le lien vers ta formation en descriptif du podcast. Je te remercie infiniment pour ton temps. C'est toujours un plaisir, de toute façon, d'échanger avec toi. Et puis, Moi, je de te souhaite même. d'excellentes vacances. Merci Cédric. Je te À souhaite bientôt. évidemment tout le meilleur. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Pauline. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié autant que moi cet échange avec Pauline. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tellement intéressant que j'ai décidé de te proposer un petit supplément par mail qui est une formation en soi-même, en 5 mails gratuits que tu peux recevoir en suivant le lien qui est en descriptif de cette vidéo ou de ce podcast. Et cette série est particulièrement adaptée si toi-même tu as l'impression parfois de manquer de confiance en toi. Si tu penses que la confiance en soi c'est tout savoir et tout maîtriser, on va voir que c'est exactement l'inverse. Si tu es souvent sujet ou sujette au burn-out, on verra qu'il y a un lien très fort. Si tu veux comprendre comment développer la confiance dans ton équipe, au sein de ton équipe, et comment développer leur confiance en l'avenir. Et enfin, si tu veux découvrir un mode de management basé sur la confiance plutôt que sur le contrôle ou la contrainte. Tu verras que j'ai énormément de choses à te dire à propos de la confiance, parce qu'elle est à la base de tous les outils que j'ai développés pour le management. En revanche, je pense pas être le meilleur formateur du monde pour ce qui est de la confiance en soi. Je pense que Pauline est bien plus efficace que moi. C'est pour ça qu'en plus, j'ai décidé avec elle de te proposer un accès à sa formation « Développer une saine confiance en soi » à des conditions réservées aux auditeurs du podcast. Pour découvrir tout ça, pour avoir accès à cette série de 5 mails et aux conditions préférentielles à la formation de Pauline, il te suffit de suivre le lien en descriptif, de me laisser ton mail, c'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment. À bientôt, au revoir.